Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du vendredi 1er mai 2020 et comme d'hab avant de commencer je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Donc dans ce Discord vous y retrouverez une section documentation dans laquelle il y a un lexique et pas mal d'autres documentations d'ailleurs qui peuvent vous aider, et ce lexique a été créé pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux ce que je raconte dans les daily briefs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description dans les commentaires. Donc dans ce petit lexique il y a pas mal de choses qui est expliqué, les garage zones, les structures, voilà, toutes les choses que j'utilise ou les mots que je peux utiliser, comme les spreads forwards ou les counter trend rally, etc. etc. Donc le lien est en description dans les commentaires, on est plus de 8500 maintenant si je dis pas de bêtises, et aussi pour venir échanger avec la communauté c'est super sympa, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors comme d'hab, le petit sommaire, on va parler du Bitcoin en daily, du mouvement qui s'est passé hier, on va répondre à la question de est-ce que le top est ici, est-ce qu'on est prêt à repartir à la baisse ou est-ce qu'on est en train de consolider avant une prochaine vague de hausse, etc. On va répondre à toutes ces questions, en tout cas on va émettre des hypothèses, on va aller checker un petit peu l'order flow aussi, on va faire un petit peu d'order flow, ensuite on va regarder les spreads forwards, voir ce qui se passe, on va parler des risk on risk off comme d'habitude, et pour terminer on parlera des altcoins. Donc aujourd'hui on parlera de Ether, XRP, LTC, Neo, Dash, ETC, IOTA et XMR pour clôturer cette semaine. Alors au niveau du Bitcoin en daily, bon je vais être très rapide, enfin je vais être très franc dès le début. Est-ce que le top est ici? Pour l'instant techniquement il n'y a rien qui nous indique qu'on a un top ici, ok. Techniquement je vous le répète tout le temps, mais actuellement sur ce mouvement on est toujours dans une dynamique qui est haussière. Alors peut-être que le top a été trouvé ici à 9400, 9500 dollars grosso modo sur Bitstamp ici, mais techniquement il n'y a rien qui nous dit que ce marché est prêt à se retourner pour le moment. Donc c'est à dire que pour moi ici, ok ici c'est le top local, c'est à dire que c'est le top actuel, mais pour moi ce top n'est pas acté encore. C'est à dire que pour moi cette dynamique est toujours haussière. Au niveau des probabilités il est plus probable, tant que le marché reste dans cette configuration, dans cette dynamique haussière, de poursuivre à la hausse, tout simplement. Rappelez-vous, mais et vous le dit sans cesse, mais généralement un marché, quand il est prêt à se retourner, il nous le montre. Et il nous le montre comment? Il nous le montre déjà avec un momentum qui confirme des divergences, qui nous montre que ce mouvement perd de sa force. Actuellement ce n'est pas le cas, les divergences ne sont pas confirmées, elles ne sont que potentielles. Donc pour moi les bulls ont clairement le momentum ici. Si je vous remets un petit peu l'histogramme pour que vous puissiez voir, vous voyez ici ce W qui avait été dessiné, donc depuis le 23 avril 2020, les bulls ont récupéré le momentum. Donc pour l'instant les bulls sont toujours sous le contrôle du momentum. Ce qui pourrait nous faire penser que les bulls perdent le momentum, c'est simplement de voir un M par exemple se dessiner sur MACD, ok. Pas besoin d'une divergence, pour le coup, il y a plusieurs façons de voir un momentum qui perd de sa force. Ça peut être simplement un M comme ici, ok. Les bulls perdaient, le mouvement perdait de sa force, les bulls ici ont perdu le momentum, ils l'ont récupéré ensuite, mais ici ils l'avaient perdu, ok. Et quand les bulls perdent le momentum, par exemple, ça ne veut pas dire, ou que le mouvement perd de sa force, ça ne veut pas dire que ça y est, on est prêt à se retourner. Ça veut juste dire, ok les bulls, calmez-vous. Et pour l'instant, sur le momentum, il n'y a rien qui indique aux bulls de se calmer. Pour le moment, ça peut changer dans les prochains jours, mais pour le moment, c'est toujours ainsi. Pour ceux qui utilisent le RSI, c'est la même chose. Et rappelez-vous, j'entends beaucoup une erreur malheureusement, de se dire, ok, quand le RSI est dans cet état de surachat, ça veut dire que faut vendre ou faut shorter, etc. Vous pouvez le concevoir dans un sens où, ok, on peut prendre des profits parce que de toute façon, le marché est vertical. Les professionnels agissent comme ça. C'est-à-dire que là, les professionnels dans ce type de marché prennent leurs profits tranquillement, c'est-à-dire que les profits sont étalés comme ceci, et eux ils prennent leurs profits. Ce qu'ils veulent c'est que les gens FOMO et aillent chercher leurs profits tout simplement, mais c'est très très rare que les big boys achètent un marché vertical, je tiens à le préciser. Donc voilà, prendre des profits ça fait totalement sens, mais quand le RSI est dans cette zone de surachat, ça ne veut pas dire qu'il faut shorter, c'est bullish. C'est-à-dire que tant que le RSI est dans cet état d'enfoncement, on va appeler ça comme on utilisait avec William, mais tant que le RSI est dans cet état d'enfoncement, c'est bull, c'est pas bear. Et ce qui pourrait se dire, ok les bulls vous pouvez souffler, ou les bears tentent de récupérer le momentum, c'est si on voit des M se mettre en place et qu'on quitte cet état de surachat. Là on se dira, ok les bulls doivent respirer aussi, pour ceux qui utilisent le RSI, comme c'était le cas ici. On voyait ici on vient chercher la zone de surachat, on a une réjection immédiate et derrière on commence à structurer des M. Là on se dit ok les bulls respiraient, et ensuite le marché nous fait quoi? Il nous fait des M aussi sur le cours, et là on se dit ok la dynamique s'inverse. Et là je vais en venir au niveau de la dynamique, c'est-à-dire que pour l'instant on a toujours une dynamique haussière, on continue de voir des W, ici on ne voit pas de M, donc tant qu'on ne voit pas une dynamique baissière se mettre en place, donc une structure baissière, donc un M, on peut pas se dire que ok on repart sur une dynamique baissière. Donc pour l'instant aussi la dynamique est
toujours haussière ici, au niveau des probabilités, tant que cette configuration de marché reste ainsi, tant qu'on ne voit pas de M avec un momentum qui nous montre que ok les bulls doivent laisser le moteur refroidir, par exemple voir des M sur le momentum ou des divergences sur le momentum, etc. Il n'y a rien qui nous indique que ce mouvement est terminé, ok. Donc pour l'instant ce mouvement est toujours haussier, et maintenant pour moi, la zone de combat, elle est claire maintenant. Donc, d'ailleurs, on est venu faire le wake of check, on en parlait, on est venu taguer ça au dollar près quasiment. Donc voilà, je vous le répète souvent, mais le marché aime bien revenir tester, taguer ces zones. Donc simplement, le wake of check, c'est le fait d'être revenu taguer la neckline du M ici. Donc hop, ici, on est bien revenu taguer ce M, la neckline du M, pardon. Donc je vais pouvoir le supprimer maintenant, on s'en fiche un petit peu. Donc voilà, ça c'était une raison de localisation. Bien entendu, c'est qu'une raison de localisation. Ça ne suffit pas pour prendre position, je vous le répéterai jamais assez. Mais toujours trois raisons indépendantes. Donc localisation, confirmation momentum et structure. Shorter un marché avec une simple raison de localisation, ce n'est pas suffisant. Enfin bref, alors pour moi maintenant c'est clair, je pense que la zone de combat elle est établie, maintenant c'est simple, pour moi je pense que maintenant la zone de combat, le marché va devoir travailler cette zone je pense au cours des prochains jours, on est vendredi, généralement le week-end il fait pas, le marché fait pas grand chose le week-end, donc je pense que ok notre top local, donc c'est le top des prochains jours très probablement, il est ici, et qu'en gros maintenant on a notre zone de combat, donc ici ça va être le paradis des range traders, donc ils ont potentiellement un range de 1000$, donc les range traders qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont essayer d'acheter le bas de ce range, vendre le haut de ce range tout simplement, en tout cas vendre cette battle zone ici, Donc pour moi ici c'est battle zone, c'est-à-dire zone de combat entre acheteurs et vendeurs. Alors est-ce que ici on essaie d'instaurer un top? Donc si on essaie d'instaurer un top, ok le marché va nous le montrer et on va commencer à dessiner des petits M ici et ok le marché va se retourner. Ou alors est-ce que ici on est juste dans une phase de consolidation et on pourra partir potentiellement sur des mouvements de continuation, parce que généralement le marché quand il structure une battle zone comme ceci, généralement ça traduit un marché à mi-chemin, c'est-à-dire qu'en fait on est en train tout simplement de consolider avant de reprendre une vague de hausse, et très généralement ça se traduit par un mouvement AB égale CD, comme ceci, donc un mouvement symétrique AB égale CD qui pourrait nous ramener cette fois-ci dans la zone de rechargement de short tout là-haut, ok, aux alentours des 11 400. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien, mais en tout cas si jamais les boules sont amenées à casser les 9485, et ben on pourrait avoir un mouvement de continuation ici totalement sain, de type AB égale CD, qui nous ramènerait, comme je l'ai dit, à 11400 grosso modo ici sur Bitstamp. Alors qu'est-ce qui m'amène à penser aussi que ici c'est notre nouvelle zone de combat, notre battle zone où le marché va travailler cette zone, c'est aussi l'order flow. Faut le savoir qu'hier on a eu un énorme volume sur BitMEX, 5,78 milliards de dollars. Donc voilà, si vous regardez les précédents jours, c'est l'un des plus gros volumes ici, tout simplement. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a un delta négatif. Donc ici, à mon sens, ok, il y a des big boys qui tentent d'instaurer un top ici. Est-ce qu'ils vont réussir? J'en sais strictement rien. Mais en tout cas, au niveau de l'order flow, on voit qu'il y a des mecs ici qui sont chauds pour essayer d'instaurer un top. Donc je pense que cette zone va être travaillée et que ces mecs vont défendre ces zones de prix. Et ici, on le voit, il y a beaucoup de mecs qui sont en train de shorter les 8845, grosso modo, et les 9165, et un peu ici les 9000. Donc voilà, grosso modo, et aussi les 9003. Donc vous voyez ici, toute cette zone ici, il y a beaucoup de gens qui essayent d'instaurer un top ici. En tout cas, il y a peut-être des big boys qui essayent d'instaurer un top. Alors est-ce que pour eux, le mouvement est terminé? Ils se sont dit ok bon, terminer ces conneries, ce mouvement assez impulsif, potentiellement. Personnellement au niveau de la psychologie je dirais que c'est un peu tôt pour se dire ok ce mouvement est terminé. Pourquoi? Parce que des outils qui peuvent nous aider à cerner un petit peu le sentiment. Pour moi on a un sentiment ok qui devient un peu moins bear, mais il reste toujours assez bear, on est toujours dans la peur, et c'est un marché, il vient pas instaurer un top quand on est dans la peur. Pour moi les gens sont encore beaucoup trop réticents à acheter ce marché, et je pense qu'on a besoin de les faire FOMO, et les gens sont trop réticents, ils veulent toujours acheter plus bas, et le marché il a toujours pas réussi à mon sens à leur céder des émotions, à les faire céder de leurs émotions. Ok, je pense que là ils sont un petit peu frustrés de voir ce mouvement être haussier, mais ils restent un petit peu sur leur position de se dire, en tout cas ça c'est mon interprétation psychologique de ce que je vois aussi au niveau de l'order flow, ils sont en train de se dire ok non ce mouvement ça pue, ça va redescendre. Et je pense que tant que les gens se diront ça, le marché va essayer de faire quoi? De pousser, tout simplement pour continuer, pour essayer justement de faire FOMO un maximum de gens et de trap un maximum de gens tout simplement. Et qu'est-ce qui me fait dire ça aussi? C'est que le marché il est venu chercher le dernier sommet ici, à mon sens, avant
le break de cette zone. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que quand vous shortez cette hausse ici, généralement vous regardez du côté gauche de la charte et vous vous dites ok, par exemple si je short ici, mon stop je vais le mettre ici. Donc vous voyez ici, à chaque fois le marché il est venu déborder les précédents sommets. Par exemple cette zone ici on est bien venu la déborder, on l'a complètement cassée. Cette zone ici, ceux qui shortaient ce marché ici ont placé leur stop au-dessus ici de ce précédent sommet, ils ont été bouffés. Et en fait, maintenant la dernière zone, c'est-à-dire que ici c'est le dernier endroit à mon sens, c'est-à-dire que si on break ici, il sera très très probable d'aller breaker cette zone. Pourquoi ? Parce qu'en fait tous ceux qui sont en train de shorter ici, automatiquement à mon sens, ce qui est le plus probable, et ce qui est le plus rationnel entre guillemets, c'est de placer son stop en fait au-dessus des précédents sommets, mais eux ils sont très proches, c'est-à-dire qu'en fait pour moi maintenant, tous ceux qui shortent ici, en fait leur stop ils sont en train de les foutre ici, et je pense que maintenant les algorithmes des market makers ils vont calculer en fait qu'est-ce qui est le plus rentable pour eux. Est-ce que le plus rentable c'est de se dire ok ici il y a eu du FOMO, maintenant on va recter ces gens là et puis ok on pose un top ici, ce marché se reverse, ou est-ce qu'ils vont se dire ok ici on attend un maximum de gens qui shortent, comme ça tous leurs stops ils viennent se foutre ici et hop on reprend la hausse. Ça, j'ai pas les algorithmes, et d'ailleurs on me demande oui c'est qui ces market makers, comment ils font pour manipuler le prix. Alors faut savoir que le market maker il manipule pas le prix, ok, c'est pas son rôle, de manipuler le prix. Le market maker il est non plus bull ou bear, lui il en a rien à foutre du prix du bitcoin, il cherche pas à en accumuler. Un market maker c'est tout simplement des gens qui se proposent avec une énorme liquidité d'apporter cette liquidité au marché. Ils ont des algorithmes etc. En gros, les exchanges font appel à ces gens-là pour leur dire ok, moi je veux de la liquidité sur mon exchange ou sur mon exchange, ramène-moi de la liquidité. Et en gros, le market maker c'est son rôle. Et le market maker, comment il fonctionne ? Le market maker, lui, il est payé en faisant passer le plus de liquidité possible. C'est-à-dire que le market maker, par exemple, si ici il y a 100 millions de liquidité et ici on a 600 millions, le market maker il est pas con, c'est pas intéressant pour lui, c'est plus intéressant pour lui d'aller ici que pour lui d'aller ici. Donc en gros si vous voulez le market maker il est à la merci des big boys, c'est à dire que si les big boys ils disent ok nous on veut shorter cette zone, donc lui le market maker il détecte que je sais pas, je vais dire une bêtise mais en gros ici il y a des big boys qui veulent shorter pour 500 millions de dollars, le market maker il peut se dire ok pour moi c'est juteux d'aller faire passer ces transactions ici, ces ordres, d'aller exécuter toute cette liquidité, et il va se dire comment je peux faire ça. Et en fait, par exemple, la chose la plus simple pour lui, c'est de se dire, ok, ici je vais essayer d'accumuler un maximum de shorts, parce que rappelez-vous, une vente à découvert, c'est une promesse de rachat dans le futur. C'est-à-dire que lui, il peut se dire, ok, moi ici je détecte qu'il y a des big boys qui veulent shorter ce marché, dans cette zone par exemple, donc peut-être qu'ils sont en train déjà de shorter ici, potentiellement, ça j'en sais rien. Et donc, auquel cas, en fait je vais faire les deux exemples, mais on va rester dans cet exemple ici, on peut se dire ok ici le market maker il détecte qu'il y a beaucoup de big boys qui veulent shorter ici, donc si c'est le cas, le market maker il va se dire ok, moi j'ai besoin de ramener le marché dans cette zone et j'ai besoin de le ramener de le ramener avec de la liquidité. J'ai besoin de ramener beaucoup de liquidité ici. Comment je peux faire ? Je peux faire que les gens, je vais essayer de les faire shorter à fond ici, shorter fortement cette zone, et comme ça, quand je repousse le marché, toutes les liquidations de ces vendeurs, elles vont se retrouver là-dedans. Et ces liquidations, elles vont pouvoir passer les ordres des big boys. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit, une vente à découvert, quand vous shortez un marché, c'est une promesse de rachat. C'est-à-dire que par exemple, si vous shortez le BTC à 8700, quoi qu'il arrive, quand vous allez clôturer cette position, vous allez racheter la position. C'est-à-dire que vous cherchez à racheter votre position plus bas, mais lui le market maker ce qu'il peut faire c'est se dire ok moi je vais tout faire pour que les gens qui shortent ici, je vais essayer de leur faire racheter leur position là-dedans, et c'est les algorithmes qui calculent ça. Donc les algorithmes ils vont calculer tout simplement de se dire ok, est-ce que ici il y a assez de shorters dans cette zone de prix, est-ce que si je fais shorter les gens dans cette zone de prix, je peux ramener cette liquidité là où les big boys attendent. Là je vous dis un exemple au hasard, ok, et là il va calculer, et s'il se dit que ok ici les liquidations j'arrive pas à les ramener tout là-haut mais je les ramène que ici, et moi ça me va pas parce que je veux ramener les liquidités là-haut, il peut se dire ok je peux aller refaire travailler cette zone, et là j'attends que les gens shortent ici, et là les liquidations peuvent potentiellement arriver dans cette zone. Le market maker c'est juste ça son rôle, il s'en fout que le bitcoin soit à 1000 $, à 100 000, à 10 millions, à 1 $, à 0 $, enfin 0,1 $, ou n'importe quel prix, lui il s'en fout. Lui son rôle c'est d'aller chercher les zones où il y a le plus de liquidité, parce que c'est comme ça qu'il est rémunéré le market maker, tout simplement, en faisant passer le plus de liquidité possible, ok. Donc après il y a différents types de market makers, ceux qui font l'arbitrage etc, mais là on va parler des market makers qui sont là pour exécuter le plus de liquidité possible, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et on va faire le deuxième exemple, donc là je vous ai fait l'exemple où ok les big boys veulent shorter ici, et là on peut faire l'exemple où le market maker il se dit ok ici en fait les big boys ils veulent shorter ici,
Et moi, ce que je dois faire, c'est de faire passer le plus de transactions à l'achat dans cette zone. C'est-à-dire que le market maker, son rôle, il se dit, ok, les big boys, ils veulent shorter cette zone, bah moi, je vais essayer de faire passer le plus de transactions à l'achat ici pour filer les ordres de vente des big boys, tout simplement, ok. Donc voilà. Donc maintenant, est-ce qu'on est dans le rôle, pas dans le rôle, mais dans l'état de marché où, ok, ici, les big boys, ils essayent de poser leur top ici, et le market maker va essayer de faire passer le plus de transactions à l'achat ici pour apporter cette liquidité nécessaire aux big boys. Ou alors, est-ce que les big boys, eux, ils veulent shorter plus haut? Et ici en fait c'est simplement un piège entre guillemets, ici c'est une zone de consolidation, on va essayer de capturer, de trapper un maximum de vendeurs pour ramener la liquidité plus haut et ramener cette liquidité à disposition aux big boys qui eux pourront shorter potentiellement cette zone. Et si je dis bien c'est des potentiellement, ok. Pourquoi je parle de ces zones? Parce que c'est la zone de rechargement de short, et rappelez-vous depuis la cassure du premier arrêt ici, on estime que ce mouvement ici, non je voulais pas faire ça, désolé. Donc on estime que de ce point A à ce point B, c'est un range, et que potentiellement on pourrait revenir chercher le haut de ce range. Et le haut de ce range, si vous voulez, c'est en gros les 10 000, c'est des 10 000 dollars jusqu'aux 13 800 dollars. Donc est-ce qu'on va aller chercher cette zone? Encore une fois, j'en sais rien. Ici, c'est simplement le concept de trending et de ranging market. Donc tant que le premier arrêt ne cède pas, on est dans un trending market, donc dans un mouvement tendanciel baissier. Ce premier arrêt a été cassé, donc maintenant on est dans un ranging market. C'était la même chose qui s'est passé ici, de ce point A à ce point B, je vais vous le réexpliquer. Le premier arrêt a cédé, on est bien passé dans un ranging market, objectif aller chercher la zone des 7002 aux 3000 dollars grosso modo, et on est bien revenu chercher le bas de ce range. On pourrait refaire la même chose ici, revenir chercher le haut du range tout simplement, ok. Donc voilà, ça c'est simplement des concepts de trending et ranging market. Donc voilà, donc actuellement, est-ce qu'on est en train de poser un top? Techniquement, il est trop tôt pour parler de top. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que sont en train de faire les gens dans ce marché? On va aller voir un petit peu. Donc hier, qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc hier, il n'y avait pas énormément d'intérêt à l'achat, mais ce que j'ai oublié de vous montrer, c'était un petit peu l'open interest. Donc ici, il y avait les liquidations vendeuses encore, et l'open value ne bougeait plus. L'open interest montait. Donc en gros ce qui s'est passé à partir de ici là environ, ici il y a eu pas mal d'acheteurs qui ont commencé à rentrer, et ces acheteurs on les a automatiquement dégagés. Et comme j'en parlais hier dans le Discord, je vais retirer l'open interest, comme j'en parlais hier dans le Discord, vu que je fais un petit peu l'update du marché dans le Discord, après le brief, parce que ça peut vite changer. Et ben je disais ici qu'il y avait une divergence prix-liquidation. En gros, ça m'indique que, ok, les liquidités se trouvent plus haut pour les market makers, l'intérêt des liquidations est potentiellement plus haut. Et maintenant, la question qui se pose, c'est, ok, est-ce qu'on peut y aller maintenant? Auquel cas, ils accélèrent le mouvement généralement, comme c'était le cas ici, vous voyez, juste ici. Comme je le disais ici dans le Discord, on avait une divergence prix-liquidation, et je disais, ok, l'intérêt se trouve forcément probablement plus haut. Est-ce que les market makers vont accélérer ce mouvement pour aller chercher cette liquidité, ces liquidations, donc ça crée de la liquidité, les liquidations. Ben tout simplement, pardon. Simplement, oui, le marché, les market makers, ils ont accéléré le mouvement, ok. Mais là, on a eu une nouvelle divergence prix-liquidation. Ça veut dire que les liquidités se trouvent plus haut, mais ici, il y a eu quand même un peu d'acheteurs qui sont rentrés. Donc voilà, quand je disais personne, comparé à l'amplitude du mouvement, j'appelle ça personne, mais il y a quand même des acheteurs. Si le prix monte, c'est qu'il y a des acheteurs. Il n'y en a pas énormément. Mais ici, ça a commencé un petit peu à FOMO vers ici, vers les 8800 dollars. Et le market maker, les algorithmes ils calculent et ils se disent ok, est-ce que pour nous c'est rentable d'aller chercher ces zones de prix s'il y a un petit peu d'acheteurs qui commencent à rentrer? Et ben non, les algorithmes ils se sont dit non, très probablement. Ils se sont dit ok, on a besoin de dégager ces acheteurs qui ont FOMO ici, si on veut aller chercher ces zones de prix pour que ça nous coûte le moins cher possible. Et quand je dis ça coûte le moins cher possible, c'est à dire que si ici tout le monde achète et que le prix monte, et ben c'est pas rentable. Il y a trop de gagnants, il y a trop de gens potentiellement qui peuvent prendre profit, et c'est pas rentable. Et en plus de ça, si ici tout le monde achète et que les big boys cherchent à vendre ici, et que tout le monde achète ici et cherche à vendre ici, ça fonctionne pas non plus. Le market maker il va pas pouvoir apporter la liquidité nécessaire ici, parce que si tout le monde cherche à vendre, qui va passer ses ordres de vente ici s'il y a personne pour les acheter? Ok, donc voilà, c'est pour ça que ça fait pas de sens de faire pumper un marché si tout le monde est dans le bon sens. Donc voilà, mais ici en gros, pour vous dire que ici, si on montre un petit peu l'open interest, ici il y a des gens qui ont commencé à FOMO et on les a automatiquement dégagés. Donc maintenant on peut se dire ok, ces acheteurs on les a dégagés, on est potentiellement prêt à repartir pour aller continuer de liquider les vendeurs. Pourquoi je dis ça? Parce que pour nous, quand on analysait un petit peu les liquidations, on voyait clairement qu'on était dans un marché où les liquidations acheteuses étaient décroissantes, donc c'était de moins en moins rentable pour les market makers d'aller liquider les acheteurs, et ça devenait de plus en plus rentable d'aller liquider les bears. Pourquoi? Parce qu'on avait des liquidations vendeuses croissantes. Et actuellement c'est toujours le cas, on a toujours des liquidations vendeuses croissantes. Donc ce qui m'amène à penser que pour l'instant l'intérêt des market makers c'est toujours d'essayer d'aller liquider ces bears pour le moment.
Voilà. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que le marché, il a peur, hein. Le marché est dans un état de peur, donc déjà les outils de psychologie nous traduisent cette peur, mais moi je le vois aussi au niveau de l'order flow, c'est-à-dire que les positions se clôturent très vite. Ici on trouve pas énormément d'intérêt acheteurs, ici donc les gens ont repeur d'acheter, ici ils ont commencé un petit peu à FOMO, mais maintenant à mon sens les gens commencent à avoir un petit peu peur d'acheter ce marché, et ne sont plus aussi chauds pour le shorter non plus. Donc c'est une situation qui est assez délicate, c'est l'une des premières fois que je vois ça. C'est-à-dire que c'est un marché qui ne fait pas grand-chose, un marché qui a peur d'acheter, un marché qui a peur de vendre, et je vous remontrerai aussi un petit peu avec ce qui s'est passé hier sur les spreads USDT, pour voir que le marché aussi il a peur, parce qu'il prend très très rapidement ses profits, et je vais vous montrer ça. Donc pour moi actuellement l'euphorie n'est pas encore présente, on le voit sur les indicateurs de sentiment, on le voit aussi sur les spreads forward, je vais y venir de suite, mais pour moi ici l'euphorie n'est pas encore présente. Alors est-ce que le but c'est de créer une grosse euphorie comme je l'ai dit pour essayer d'aller chercher potentiellement des big boys qui attendent de vendre ce marché ici, il faut apporter cette liquidité, c'est la question qu'on peut se poser, et est-ce qu'on a pour créer ce FOMO, je pense qu'on a besoin potentiellement des médias ou de créer beaucoup d'émotions. Et rappelez-vous, notre chiffre rond psychologique des 10 000 $, il est ici. Et il faut savoir que si on vient chercher ce chiffre rond psychologique des 10 000 $, et ben on a CNBC, Bloomberg, etc. qui vont recommencer à faire des gros titres sur le Bitcoin en disant voilà, le Bitcoin est à 10 000 $ à l'approche de l'halving, etc. Ils vont se servir de l'halving très probablement. Ils vont expliquer que c'est super bullish. Et c'est comme ça quand la hype des médias se crée, et que ça peut influencer encore plus de FOMO, donc de nouvelles personnes qui peuvent acheter ce marché, parce que voilà, rappelez-vous, les gens achètent un marché, le public achète un marché lorsqu'il est vertical et pas lorsqu'il est horizontal, et à mon sens si on veut créer un mouvement FOMO puissant, faut venir chercher les 10 000 $, tout simplement. Faut venir chercher les 10 000 $, le gros chiffre rond psychologique, et là vous aurez l'appui des médias. Donc potentiellement, on pourra être amené à venir chercher les 10 000 $. Et comme je le réexplique, pour moi ici c'est la dernière zone à travailler pour les bears avant d'aller atteindre cette zone, je pense, d'aller casser les 10 500. Pourquoi comme je vous ai expliqué, si vous regardez juste la charte comme ça, et ceux qui shortent qu'une simple localisation font comme ceci. C'est-à-dire qu'en fait, ils shortent un prix, mais pour mettre leur stop, généralement, ils se servent du côté gauche de la charte. Et ils se servent des précédents sommets, comme je vous ai montré. Et là, vous voyez qu'ici, en grosso modo, c'est les derniers sommets ici. Donc, à mon sens, ici, c'est la dernière zone à travailler si on veut aller casser cette zone ici des 10 500 pour aller plus haut. Donc, potentiellement, ici, le but, ça va être de stacker, d'accumuler un maximum de gens qui vendent ici, tout simplement, pour pouvoir aller déborder ces sommets. Si le but, c'est d'aller déborder ces sommets. J'en sais rien, encore une fois, je ne sais pas quel est le but des market makers. Où se trouve majoritairement la liquidité, où est-ce qu'il y a une demande de big boys, ok, j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, de ce que je vois techniquement pour moi, c'est qu'ici, c'est la dernière zone à venir travailler avant d'essayer d'aller break les 10 500. Tout simplement, je vois aussi énormément, donc ça, je vais pouvoir supprimer tout ça. Maintenant, on s'en fout, vu qu'on est de l'autre côté de cette trendline. Je m'en fiche un petit peu, donc là, je vais tracer cette trendline que je vois énormément, donc de ce précédent M ici, tout simplement, vous voyez ici ce M. Donc je vais tracer cette trendline ici, hop. Je vais repasser en daily pour que ce soit plus précis. Donc comme ceci, on va bien prendre la dernière mèche, on va bien prendre le sommet ici, hop, des 13 008. Donc cette trendline, et vous voyez que le cours ici travaille cette trendline. Mais ici, le problème, c'est que cette trendline, justement, tout le monde l'a vu, et tout le monde s'attend à une réjection du prix ici. Et ce qui fait que les gens peuvent shorter justement cette zone, et que le but des market makers, ça va être de squeezer ces gens pour ensuite aller chercher plus haut et déborder ces sommets. Rappelez-vous, en cas justement, si jamais on break cette trendline, breaker cette trendline, ça ne voudrait pas dire voilà, nouveau bull market, etc. Non. Rappelez-vous, derrière un break de trendline, ce qu'on va voir, c'est une structure qui confirme ce break, comme on l'avait eu ici, là. Je vais retracer ça à main levée, mais vous voyez, lorsqu'on a breaké cette trendline, derrière, on a réussi à faire un W, donc ce qui a confirmé ce break. Mais si jamais on break cette trendline, on pourrait très bien faire ça, et si derrière, vous voyez des M, et ça traduira un head fake, et en fait, ici, ça aura piégé tout le monde, ceux qui seront rentrés sur ce break, parce que l'objectif, tant qu'on ne voit pas de W de l'autre côté de cette trendline, c'est de revenir longer la trendline. Je vais vous montrer un exemple très très simple dans le passé, dont j'en parlais dans les premiers briefs, pour ceux qui suivaient les premiers briefs en octobre, c'est lorsqu'on avait eu le break de cette trendline. Je vous disais attention, tant qu'on n'a pas de structure de l'autre côté de cette trendline, l'objectif ça va être de revenir l'allonger. Qu'est-ce que le cours a fait? On a refait un M de l'autre côté de cette trendline et le cours est revenu longer cette trendline. Ensuite on a eu le W ici de l'autre côté de la trendline et là ok, on n'est plus jamais revenu longer cette trendline. Ok?
Donc voilà, donc faites très attention, les breaks de trendline c'est pas suffisant, ce qu'on va voir de l'autre côté c'est un W qui confirme ce break, une structure qui confirme ce break, et si jamais on a un break ici et que derrière on fait un M, et ben ce qui sera très probable ici que ce soit un trap et qu'on reviendra allonger la trendline, va repasser dessous et que le marché au final il aura top ici. Pourquoi? Parce qu'on aura instauré un M, on repartira dans une dynamique qui est baissière, ok. Donc faites très attention à cette trendline, je la vois un peu partout, et lorsque généralement la majorité des gens voient la même zone, et ben le marché il s'affranchit de cette zone, ok. Quand par exemple ça parlait beaucoup des 8500, ça va vous parler aussi, ça parlait beaucoup des 8500, des 8500, je le voyais partout, pour ceux qui utilisent Ishimoku, je sais que c'est un niveau très important pour vous, et ben vous voyez que le marché a débordé cette zone très rapidement, parce que tout le monde parlait de cette zone justement, et si ici tout le monde se remet à parler de cette trendline et à cette de cette zone, et ben ce qui sera très probable, hein, c'est d'aller la déborder. Mais en tout cas retenez qu'actuellement techniquement il n'y a rien qui nous indique qu'on a un top ici, ok. Donc maintenant on va aller un petit peu en 1 heure, donc on va quitter un petit peu ça, on va aller en 1 heure, et ici qu'est-ce qu'on a vu, donc ça c'était après le brief, hein, donc cette div voilà c'est confirmé à 10h, donc le brief est sorti à 6h, donc moi quand je faisais le brief on était ici, il n'y avait rien qui indiquait que les bulls devaient laisser le moteur refroidir, hein, mais plus tard dans la journée, cette divergence s'est confirmée. Donc ici maintenant le momentum invite aux bulls de se calmer. Et c'est chose qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de se calmer, ok. Suite à cette divergence, William a aussi quitté son état d'enfoncement, donc là ça veut dire ok, bulls calmez-vous, là les bulls sont en train de se calmer. Donc on check un petit peu le volume, ok ici les bears se sont réveillés, mais les bears actuellement, ils n'arrivent pas à instaurer un volume croissant. Donc ici les bears ils n'arrivent pas à alimenter un rallye. Donc là maintenant on a deux types de traders qui vont s'opposer, il y a des counter trend traders, donc ceux qui vont essayer de trader le smiling setup, hein. Donc le smiling setup c'est quoi? C'est localisation, confirmation, momentum, structure. La localisation on l'a, on est dans la zone de rechargement de short. Donc ici c'est la zone de rechargement de short, hein, donc de tout ce mouvement ici entre 0,618 et 0,786. Donc là ceux qui cherchent à shorter ce marché, en tout cas les counter trend traders, ils ont la première raison, la localisation, et s'ils cherchent à encadrer leur setup en 1 heure tout simplement, ils ont la deuxième raison, la confirmation momentum. Maintenant ce qui leur manque pour encadrer ce trade, c'est tout simplement un M qui leur dira ok on a la structure pour justement pour encadrer la gestion du risque une première fois, et pour se dire ok on essaye d'instaurer une dynamique baissière en 1 heure, et ce marché peut être amené à retracer un petit peu plus profondément. Et comment il pourrait target ça? Très facilement, pour moi, très facilement, ça pourrait se target ainsi pour ceux qui trade le smiling setup, hein. Donc comment on trade le smiling setup par exemple? Ok, donc là je vais essayer de trouver le sommet, voilà. Donc le smiling setup il se trade ainsi tout simplement, donc c'est de viser un TP sur un retracement de moitié du marché tout simplement. Donc voilà, si jamais par exemple le M s'imprime ici, donc non je vais prendre un M plus haut, vous savez quoi, parce que sinon ça va pas marcher au niveau de la gestion du risque. C'est à dire que par exemple les counter trend traders, hein, donc les traders de smiling setup, ils aimeraient voir quelque chose comme ceci potentiellement, et encadrer par exemple leur risque ainsi, ok. Donc hop, mettre le stop au-dessus du creux du sommet initial ici de la structure, et voilà, de targeter les 0,5, et ici par exemple ça leur offrirait un risque reward de 3,2 pour 1, ok. Donc là le risque il est en accord, personnellement je cherche minimum 2 de risk rewards, hein, sur un retracement de moitié. Donc par exemple si le marché fait ça, là on se dira ok on a la confirmation, on a la localisation, zone de rechargement de short, confirmation momentum, et structure, confirmation momentum ici qui est la divergence baissière, ok. Et là ça pourrait simplement être un setup de counter trend, hein, donc de mouvement contre tendance. Et ensuite il y a les autres types de traders, hein, qui eux sont les traders de continuation, donc ici il n'y a aucun biais. Vous pouvez voir que les traders de rallye contre tendance peuvent chercher à shorter ce marché, mais les traders de continuation peuvent chercher à acheter. Et ici il n'y a personne qui se trompe, hein. C'est le marché qui dira qui a raison, qui a tort. Ici personne n'a raison ou tort, c'est le marché qui donnera, l'issue finale. Mais en fait vous voyez, vous pouvez trader sans biais, c'est-à-dire que si le setup de continuation se montre à vous et que vous êtes un trader de continuation, vous devez le prendre. Donc auquel cas ici vous pouvez regarder, hein, donc par exemple trader ce mouvement de continuation ici, donc AB égale CD. Donc ici on peut se dire ok on est bien entre les 0,33 et 0,66, donc la raison de localisation on l'a. Et ensuite on chercherait à encadrer ce trade avec 3 creux ici pour les traders de continuation, ok. Donc tout simplement, est-ce que ici c'est notre premier creux? Donc on va le noter, ça, on va le noter, ce potentiel setup de continuation. Donc ici on peut se dire ok c'est notre premier creux, et ce qu'on pourrait être amené à chercher c'est ici un deuxième creux, un troisième creux comme ceci avec la structure. Et moi personnellement je vais voir le biais institutionnel qui est bullish, donc je vais vous afficher ça.
Donc moi, lorsque la structure se réalise, je vais avoir le bien institutionnel bullish, hein, et là, ok, on se dira, ok, pour les traders de continuation, bah, il y a un trade de continuation et qui pourrait targeter les 10 490 $. Donc ça, je vais le laisser ainsi, ok, ça, je vais le laisser ainsi, et on va laisser ça, du coup, et on verra ça bah, lundi, hein, vu que le prochain brief, c'est lundi, voir si on arrive à développer un petit setup de continuation ici. Mais vous pouvez voir que ici, dans cette zone, il y a les traders de continuation et les traders de rallye contre-tendance qui s'opposent. Et dans les deux cas, pour moi, c'est totalement cohérent de voir les traders de rallye contre-tendance d'essayer de shorter ce marché, tout comme les traders de continuation peuvent chercher à acheter ce marché. Et ici, il n'y a absolument aucun biais, à part des traders qui sont disciplinés et qui veulent trade leur setup lorsque les conditions se montrent à eux. Et je le répéterai jamais assez, mais le trading, c'est pas d'avoir raison ou tort, d'essayer de prédire l'avenir, c'est juste de trouver des conditions de marché qui sont propres à nous et qui nous rendent à l'aise pour pouvoir appuyer sur le bouton acheter ou vendre, tout simplement. Donc voilà, je vais vous inverser la charte d'ailleurs. Je vais vous inverser la charte et peut-être que si vous avez un biais bear, que vous voulez voir le prix descendre, ça va peut-être vous aider. Et actuellement, est-ce que pour vous, là c'est une question que je vous pose, hein, ça m'intéresse en commentaire, est-ce que pour vous ici le marché traduit un bottom actuellement? Est-ce que ici pour vous vous dites ok je suis chaud pour acheter ce marché si vous le voyez ainsi, est-ce que vous dites ok je suis chaud pour acheter ce marché, il a l'air de se retourner, ou est-ce qu'il s'est retourné, ou est-ce qu'il est en train de se retourner, etc. Moi, vous me connaissez, pour moi ce marché il n'est pas en train de se retourner actuellement, peut-être qu'il est en train de le faire, mais pour moi c'est encore trop tôt pour dire ça, et peut-être qu'inverser la charte peut gommer vos biais, si vous avez un biais bear que vous voulez voir le prix descendre. Donc là c'est une charte inversée, hein, c'est-à-dire que là le prix du Bitcoin baisse, mais en réalité il augmente, ok. Et même ici, si on inverse la charte, et ben ici il n'y a aucun signe de bottom. Comment généralement les bottoms sont posés? Les bottoms sont posés avec un petit W que vous voyez ici, ou encore ici des W que vous voyez ici, ou encore ici ce gros W que vous voyez ici, encore ce petit W qui est un petit peu dégueulasse mais la structure est quand même présente, hein, qui est ici, ou encore par exemple encore ce W qui est ici, etc. Donc ici qui a traduit un mouvement de continuation, mais vous voyez le marché il aime bien se retourner en faisant des petites structures, hein, qui inversent sa dynamique, et pour l'instant c'est pas le cas non plus, donc voilà, je voulais vous montrer ça. Donc voilà, donc on va retourner sur Bitstorm. Je pense que pour le Bitcoin c'est fini. On va parler des spreads forwards, et tout à l'heure je vous parlais d'euphorie. Et bah pour moi actuellement les spreads forwards non plus, eux ne traduisent pas d'euphorie. Pourquoi? Bah parce qu'on a des spreads qui ne sont pas si élevés. Et en fait il faut savoir que les spreads forwards permettent de traduire un petit peu le sentiment de marché à horizon de 3 mois, vu que là on est sur des contrats forwards de 3 mois, hein, donc des contrats qui ont une échéance de 3 mois. Il faut savoir que le marché actuellement, sur une échéance de 3 mois, il est optimiste parce qu'on est sous Contango, mais il n'est pas euphorique. Alors pourquoi il n'est pas euphorique? Parce que tout simplement, je vais vous montrer, personnellement j'estime qu'un marché est euphorique quand on a des spreads qui sont bien élevés, hein. Donc par exemple ici sur ce mouvement en février 2020, lorsqu'on était ici, on avait des spreads qui montaient jusque 460 $. Donc ok, ici on avait un marché beaucoup plus euphorique qu'il ne l'était ici. Pour moi ici le marché n'est pas euphorique encore, et les spreads nous traduisent la même chose, hein. Tout comme les éléments de sentiment nous traduisent cette chose là, et tout comme l'order flow nous traduit aussi cette chose là, parce que les gens ici ils ont peur en fait, ils osent pas short, ils osent pas long non plus, en tout cas ils osent plus short que long, donc ça c'est mon interprétation personnelle encore une fois, et on voit que les gens sont amenés à clôturer leur position très rapidement, donc les gens ont assez peur. Et là on va venir sur cette nouvelle chose que j'ai dit, les gens sont amenés à clôturer leur position assez rapidement, donc là je vais vite faire revenir sur ok. Le marché n'est pas si euphorique que ça, parce que si vous regardez le mouvement de juin dernier, on est venu chercher des spreads à 700 $. Si vous prenez, par exemple, encore plus dans le passé, donc là c'était le sommet de 2017, on avait des spreads qui étaient montés jusque 3000 $. Donc faut se dire qu'en fait ici le prix sur les forwards on était monté à 22 000, 23 000 $. Donc là ici vous voyez, ici euphorie, mais pour l'instant, de ce que je vois, c'est qu'en tout cas les spreads forwards pour l'instant ne nous traduisent pas une euphorie, ils nous traduisent juste une dynamique haussière sur les spreads jusqu'ici, tant qu'on verra des W, hein, et ça c'est ce qu'on va voir dans un mouvement haussier. Donc pour l'instant on peut parler de dynamique haussière sur les spreads, et donc d'une demande qui surperforme l'offre sur le temps pour le moment, donc pour moi depuis le 13 avril 2020. Et tant qu'on verra des W, comme on est en train de le voir ici, vous voyez ici ce W, ce nouveau W ici aussi que je vais essayer de bien tracer, ici ce nouveau W qui a été confirmé, et ben les spreads sont dans une dynamique haussière, et ce mouvement justement de hausse peut poursuivre, ok. Mais pour l'instant pour moi il n'y a pas d'euphorie qui est traduit ici, hein, parce que les spreads sont relativement faibles, on est qu'à 38 $, donc voilà, pour moi ici il n'y a pas encore d'euphorie. Et si jamais on voit les spreads commencer à s'accélérer, à s'exciter un petit peu, qu'on commence à avoir des spreads de 200, 300 $, etc., là on se dira ok, l'euphorie elle commence à entrer dans le marché, mais pour l'instant même les spreads ne traduisent pas une euphorie, et généralement le Bitcoin il aime bien poser des tops, hein, lorsque le marché est euphorique, et pour l'instant c'est pas non plus le cas.
Et justement, tout à l'heure je vous ai dit que les gens ont peur, les gens prennent vite profit ou clôturent très vite leur position, n'osent pas tellement acheter, n'osent pas tellement short non plus actuellement. Bah, c'est ce qui s'est passé hier. On est passé sur des spreads USDT de moins 26$, on est revenu chercher 7$. Donc ici, vous voyez ici ce gros V ici, qui a traduit tout simplement que les capitaux ont vite quitté le BTC et les alts pour aller dans l'USDT. Donc ici, il y a pas mal de gens, suite à ce mouvement ici, qui ont cash out très rapidement. Donc les gens ont encore peur. Les gens ne sont pas en mode oh là là, c'est boule, faut racheter, faut vite racheter tous les dips. Les gens sont plus en mode où est-ce que ça va top, faut vite que je me casse avant que ça dégueule, parce que les gens sont plus dans une optique de oh là là, la chute va être violente. Ok. Et tant que les gens continueront de penser ainsi, je pense, et ben ce qui est très probable, bah, c'est que le marché crée encore plus de frustration et continue à monter. Et quand là les gens seront sous l'emprise de l'euphorie, qu'on verra des spreads plus élevés, qu'on verra l'open value fortement augmenter, lorsque le cours augmente, que les gens se disent ça y est, ok, let's go, on est prêt pour, je sais pas, aller à 20 000, 30 000, quand les gens y croiront fortement, peut-être qu'on va y aller, j'en sais strictement rien, hein, mais quand les gens auront de fortes croyances, en tout cas, que ce marché peut exploser, en tout cas peut continuer sur une dynamique très très haussière, hein, que les gens se mettent à FOMO, bah, c'est à ce moment-là que les market makers vont les piéger, vont inverser ce marché. Et ça, bah, les outils de sentiment, comme je vous montre ici, hein, au niveau du social index ou encore des fear and greed index, des outils de sentiment, et ben ça pourrait potentiellement être traduit quand on sera plus dans cette partie bleue, voire extrême vert, hein, donc si c'est la partie greed, ou lorsque le social index sera redevenu sera de renouveau bullish, ou encore mieux, hein, personnellement ça c'est encore mieux, c'est au niveau de l'order flow, je le vois, si jamais le cours explose, que l'open value suit ce mouvement, et là je me dirais ok, là les gens commencent fortement à rentrer à l'achat, et on pourrait aussi voir par exemple des spreads USDT diminuer encore plus pour se dire ok, les capitaux USDT continuent d'être injectés dans le BTC, dans les alts, donc le FOMO s'accentue, et pour l'instant à mon sens pas d'euphorie sur les spreads, et les gens ont assez peur, les gens sont pas dans une optique de buy the dip, mais plus en mode putain où est-ce que ça va top, faut que je me casse avant que ça dégueule, et c'est ce qui m'amène à penser bah tant que le marché aura peur, et ben potentiellement on peut continuer de pousser ce marché. Donc voilà, ça c'est de la psychologie, mais en tout cas retenez qu'actuellement, si on parle d'order flow pur, hein, je vais vous le remontrer sur ExoCharts, il y a des gens ici qui sont chauds pour essayer d'instaurer un top. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais strictement rien, mais en tout cas à mon sens cette zone va être travaillée, et si ici ces gens n'arrivent pas à poser un top, parce qu'ici il y a beaucoup de volume exécuté, hein, si ces gens n'arrivent pas à poser un top, et ben ils se feront squeeze et le mouvement pourra s'accélérer. Donc ici à mon sens, grosse zone de combat, donc soit ok on instaure un top dans les prochains jours, et auquel cas bon bah je vous le dirai, hein, dans les briefs je vous dirai ok, là on est en train d'instaurer un top, pour l'instant c'est pas le cas. Peut-être encore une fois que le top a été trouvé ici, hein, mais je me répète, j'ai besoin de plus d'éléments, comme je vous ai montré, les confirmations momentum. La structure peut me montrer que la dynamique s'inverse et qu'un top a été posé, et pour l'instant c'est pas le cas. Donc peut-être que le top a été posé, mais c'est trop tôt pour parler de top. Mais en tout cas ici on peut parler clairement d'une grosse zone de combat, qui à mon sens va traduire soit un mouvement de continuation comme ceci, hein, donc comme je vous ai montré AB égale CD, et on ira poursuivre très probablement dans la zone de rechargement de short, où ok ici le marché est en train de se reverse, de se retourner, et va nous le montrer, et le marché va se retourner brutalement, ok. Je pense que là on est dans, voilà, ça va être entre ces deux choses là. Donc quand on aura la résolution à mon sens de cette battle zone, ça traduira soit la forte poursuite haussière, ou soit une réjection violente et un marché qui pourra retracer très rapidement potentiellement. Ok, donc on attendra la résolution de cette battle zone, mais en tout cas au niveau de mon expérience personnelle et du sentiment de marché, bah pour moi ça me paraît bizarre, vu le sentiment de marché, d'instaurer un top ici, parce que les gens n'attendent qu'une chose, c'est d'acheter plus bas en fait. Et tant que les gens attendront pour acheter plus bas, bah, ce qui est le plus probable, hein, encore une fois je me répète, mais c'est de pousser les prix jusqu'à les faire FOMO. Et généralement les gens craquent où? Dans les zones de rechargement de short. Tout comme ils ont très probablement craqué ici, ils ont vendu ce bas de range, et ben ils pourraient acheter ce haut de range tout simplement. Donc voilà, ça ce sera à étudier dans les prochains jours, ça c'est que mon interprétation personnelle. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Pardon, j'ai mis un petit coup dans le micro. Je pense qu'on a fait le tour pour les spread forwards. Maintenant, on va parler un petit peu des risk-on, risk-offs. Donc, les assets à risque sont toujours plus recherchés. Donc, Bitcoin continue de se comporter comme un asset à risque. Donc, voilà, Bitcoin continue de suivre le S&P. Le gold et les obligations sont un petit peu en mode off. Le yen aussi se met un petit peu en mode off. Donc, on dirait que les risk assets sont encore sont encore recherchés. On va aller checker un petit peu le S&P, voir ce que nous dit la dynamique. Donc voilà, maintenant on est dans la zone de rechargement de short de ce rallye contre tendance. William est toujours dans son état d'enfoncement, donc rien nous invite à penser que les bulls peuvent se calmer. Ici cette div n'est pas confirmée, on a une perte de momentum, mais elle n'est que potentielle, hein, donc je vais l'indiquer, mais elle n'est que potentielle ici, et pour l'instant sur le S&P rien nous invite à penser que ce mouvement est terminé et les bulls pourraient continuer de faire pumper ce marché.
Et potentiellement, les capitaux pourraient continuer de rentrer dans les risk assets et ça pourrait profiter au Bitcoin tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que le Bitcoin est corrélé au S&P? C'est-à-dire que si le S&P trouve un top, est-ce que Bitcoin suivra aussi et trouvera un top? Possible, mais pour l'instant, aucun signe de top non plus sur le S&P 500. Donc voilà, donc je pense que j'ai parlé à peu près de tout. Donc là, on va parler des altcoins. Donc Ethereum, c'est la même chose qu'hier. On est dans la zone de rechargement de short. Toujours aucun signe de top sur Ethereum non plus. Le momentum, toujours pas de signe de divergence ici, des divergences qui sont potentielles, elles ne sont toujours pas confirmées, donc aucun signe qui nous invite à penser que ce marché trouve un top ici. Encore une fois, je vais le refaire, mais pour les investisseurs, si vous avez réussi à acheter le bas de ce range, à mon sens, gestion du risque à faire ici. Comme je vous le disais ici, en toutes les zones de rechargement de short, à mon sens, c'est des gestions du risque à faire, surtout dans un marché dans lequel nous sommes majoritairement dans un marché qui fait des rallyes contre tendance et dont ces tops trouvent généralement, ces tops sont trouvés dans les zones de rechargement de short, donc petite gestion du risque ici. Je vous dis pas de prendre tous vos profits, si vous avez acheté ici, bien entendu, juste de sécuriser la position et de vous dire ok, je suis à l'aise psychologiquement, si jamais on revient chercher ces prix par exemple ou même plus bas, et ben de réinvestir ce que j'ai vendu ici, et comme ça je peux réinvestir plus et je peux accumuler de l'Ethereum. Si vous vous en foutez sur du court terme, et là je parle bien, je différencie bien ceux qui veulent récupérer des USD rapidement ou des euros, ou ceux qui veulent accumuler le plus d'Ether possible dans une optique et dans une vision long terme. Donc vous, si vous voulez récupérer le plus d'Ether possible, potentiellement céder une toute petite partie et de se dire ok, par exemple je sais pas, à 3, 5%, 10%, ça dépend de ce que vous voulez vendre, et de vous dire ok, moi je suis prêt à racheter ici ou ici et d'augmenter mon nombre d'Ether. Mais voilà, peut-être faire une petite gestion du risque, hein, et là c'est une question que je me pose et une petite recommandation que je vous fais. En tout cas moi c'est ce que je ferais si j'avais investi ici. Donc voilà, mais pour l'instant aucun signe de top ici. XRP c'est la même chose, aucun signe de top ici. On va aller checker le momentum. Sa divergence est confirmée. Ok, donc là le momentum invite aux bulls de ralentir le mouvement. Vous voyez que le XRP il a du mal à perdurer, donc son momentum est assez faible, mais en tout cas aucun signe de top ici pour le moment. Litecoin ça doit être la même chose sensiblement, donc non je voulais pas faire ça. Donc Litecoin toujours pas de signe de top ici, la divergence n'est que potentielle, elle n'est pas confirmée, donc pas de signe de top ici. Neo c'est la même chose, hein, je suis quasiment certain. Ok, donc potentielle divergence ici, est-ce qu'elle est confirmée? Non, donc une divergence potentielle ici. Donc voilà, ici il n'y a pas de signe de top, on travaille le premier arrêt. Si ce premier arrêt cède, potentiellement la prochaine zone à surveiller ce serait la zone de rechargement de short entre les 11 et les 14 $, mais pas de signe de top ici pour le moment. Dash qui a du mal à s'affranchir de cette battle zone, hein. Donc je vais pouvoir à mon sens la déplacer un peu plus comme ceci. Donc voilà, on va la laisser comme ceci maintenant. Donc ici pareil, le momentum qui est assez faible, hein, qui invite aux bulls à se calmer, donc c'est pour ça à mon sens que Dash a du mal à partir, s'il veut partir bien entendu, mais toujours pas de signe de top ici, hein. Et la prochaine zone à surveiller, si on s'affranchit bien du premier arrêt ici, ça serait la zone de rechargement de short entre les 105 $ et les 125 $, et avoir par exemple ce mouvement de continuation qui pourrait nous ramener sur les 120 $. Mais en tout cas sur Dash non plus, pas de signe de top. Donc vous voyez pour l'instant sur le BTC, pas de signe de top, et sur les altcoins, pas de signe de top non plus. Alors ETC qui a bien résolu ce W1, donc on part sur un mouvement de continuation typique ici de AB égale CD qui pourrait ramener sur les 7,5 $. Au niveau du momentum, le momentum ici montre des petits signes de faiblesse, mais ces divergences sont que potentielles, hein, donc pas s'inquiéter ici. On est en train de travailler le premier arrêt ici aux alentours des 7 $. Et si on s'affranchit du premier arrêt, potentiellement aller chercher la zone de rechargement de short entre les 11,1 $ et les 9,4 $. Et rappelez-vous le wake of check ici, hein, qui nous attend potentiellement à 10,8 $. Tout comme le BTC est venu chercher le sien, ETC pourrait venir chercher le sien potentiellement dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Alors, IOTA, c'est la même chose, hein. Ici une divergence qui n'est que potentielle, donc c'est potentiel, on s'en fiche pour le moment, aucun signe de top ici. On travaille le premier arrêt, donc c'est normal de voir les prix freiner à l'approche de cette zone. Si on s'affranchit du premier arrêt, on pourrait aller chercher la zone de rechargement de short entre les 30 centimes et les 25 centimes, et aussi suivre ce mouvement de continuation qui pourrait nous ramener sur les 24 centimes, mais encore ici, sur IOTA, aucun signe de top pour le moment. Et XMR qui poursuit tranquillement son rallye, hein, donc hop, je vais pouvoir supprimer ça maintenant, on s'en fiche un petit peu. Donc XMR, cette divergence qui avait été confirmée, donc qui invite à penser aux bulls de penser à se calmer un petit peu, mais vous voyez ici une divergence quand elle n'est que potentielle, même si elle est confirmée, ça invite juste aux bulls de penser à se calmer, et des fois ils ne le font pas, hein, ce qui nous montre que la dynamique s'inverse, c'est un M, et tant qu'on ne voit pas de M, cette dynamique ne s'inversera pas, et qu'est-ce qu'on voit encore? On voit des W, donc cette dynamique est toujours haussière, et XMR semble se diriger tranquillement dans sa zone de rechargement de short. D'ailleurs je vais inscrire cette target de continuation ici pour voir jusqu'où elle pourrait nous amener.
Donc hop, un mouvement typique de continuation, AB égale CD qui pourrait nous ramener aux alentours des 86$, donc déborder un petit peu la zone de rechargement de short, mais en tout cas ici la dynamique est toujours haussière, donc rien ne nous invite à penser que ce mouvement est terminé. Donc voilà, ce mouvement n'est pas terminé pour le moment. Est-ce que le top a été trouvé ici? Encore une fois, c'est trop tôt, potentiellement oui, mais c'est trop tôt pour dire qu'un top a été trouvé ici, et c'est pareil sur l'ensemble du marché. La dynamique reste haussière sur les alts et sur le BTC, donc voilà, à surveiller pour l'instant. Pour clôturer ce brief, je le répète une dernière fois, trop tôt pour dire qu'on a trouvé un top ici, et je le répéterai comme je le disais hier, trop tard pour acheter. Pourquoi trop tard pour acheter? Parce qu'on n'achète jamais un marché qui est vertical, parce que même s'il peut faire ça, un marché vertical peut très vite faire ça. Et c'est pour ça qu'on n'achète jamais un marché qui est vertical, on achète un marché qui est horizontal, et vous ne voulez pas acheter un marché qui est vertical, encore une fois. Donc voilà pourquoi c'est trop tard pour acheter. Et moi, à mon sens, hein, dans ma méthode de trader, c'est trop tôt pour short. Pourquoi? Parce que la dynamique reste haussière, on n'a aucune confirmation momentum pour le moment. Le momentum ne nous montre pas que ce mouvement est en train de s'essouffler, donc je ne suis pas chaud pour shorter un marché dont le momentum est toujours haussier, dont il n'y a aucune structure qui me montre que ce marché est prêt à se retourner, et dont la dynamique est toujours haussière. Donc voilà pourquoi maintenant c'est trop tard pour acheter et trop tôt pour shorter. Mais par contre, je le répète, dans un marché vertical, on prend les profits si jamais vous avez acheté ici. On prend pas tous les profits, bien entendu, ça dépend de votre profil, mais on pense à prendre des profits pour dormir tranquillement la nuit. Et si le marché fait ça, et ben on s'en fout parce qu'on a sécurisé les positions et on s'en fiche de ce que peut faire le marché. Mais en tout cas, si on va avoir un comportement professionnel, on prend des profits quand c'est vertical, mais on n'achète surtout pas un marché qui est vertical, bien qu'il puisse continuer de monter. Et ça, je sais que c'est très très frustrant de comprendre ça, mais comprenez, enfin d'essayer d'assimiler bien cette chose. Je sais que ça peut être frustrant de voir un marché monter et de ne pas être dans le train, mais dites-vous que le marché sera là dans 5, 10, 15 ans, espérons-le, et puis espérons que nous soyons toujours en vie. Mais voilà, le marché sera toujours là dans 5, 10, 15 ans, donc des opportunités, il y en aura dans 5, 10, 15 ans tout le temps. Voilà, il y en a tous les jours des opportunités. Donc si l'opportunité n'a pas été donnée aujourd'hui, voilà, des opportunités, il y en aura plus tard, bien entendu. Et il faut toujours penser positivement comme ceci, et je terminerai là-dessus. C'est-à-dire que si vous ratez une opportunité, ce n'est pas la fin du monde, hein. Comme mon mentor disait, next bus dans 10 minutes, hein, donc prochain bus dans 10 minutes, donc prochaine opportunité dans 10 minutes, tout simplement. Donc voilà, si vous ratez l'opportunité aujourd'hui 1er mai, vous en aurez peut-être une dans 2 semaines, qui sait. Mais en tout cas, voilà, lorsque les conditions que vous vous êtes imposées se montreront, vous aurez l'opportunité. Cette opportunité, il faudra la saisir, mais ça ne sert à rien de trader en étant irrationnel, parce que lorsqu'on trade quand on est irrationnel, ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est d'être rect. Et c'est pour ça que je vous invite à tenir un journal et d'écrire un petit peu vos émotions, d'écrire ce que vous ressentez tout simplement. Et si vous ressentez fortement une envie d'acheter, peut-être que vous aurez raison entre guillemets, peut-être que ça aurait pu payer, mais déjà qui vous dit que ok vous aurez réussi à prendre profit et à vous casser avant que le marché se retourne, parce que le marché il laisse pas énormément la possibilité de laisser aux gens de se casser avant que celui-ci se retourne, hein. Il est très très fort pour instaurer un sentiment qui est très très bullish pour que les gens se disent non en fait c'est qu'un dip, mais non au final il est en train de se retourner, comme c'était le cas ici, hein, lorsqu'on voyait des M, les gens se disaient non c'est un dip avant une prochaine hausse, alors que le marché était en train de se retourner. Mais pour l'instant psychologiquement actuellement ça colle pas, les gens sont plus en train de se dire ici ce mouvement c'est un piège et on va continuer d'aller plus bas. Et je pense que pour instaurer un top on aura besoin que les gens se disent non en fait ça y est maintenant on a besoin de dip pour repartir, et là on se dira ok le top est ici. Mais quoi qu'il en soit ça ne sert à rien d'acheter ou de vendre lorsque c'est hors plan, juste parce que le marché vous crée un semblant d'opportunité, parce que le marché vous fait penser qu'il y a une opportunité alors que les conditions que vous vous êtes imposées ne se sont pas montrées à vous, et ça c'est vos propres opportunités, c'est pas les opportunités que le marché a l'impression de vous donner, c'est vous les opportunités que vous trouvez grâce aux conditions que vous êtes instaurées, et ça c'est très très important. Voilà, je vais clôturer là-dessus. Donc moi je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve donc peut-être dimanche pour un épisode Shad ou peut-être pas, hein, si je trouve pas de nouvelles choses à dire, il y aura pas d'épisode, mais quoi qu'il en soit on se retrouve lundi pour le prochain brief et on verra un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé aussi aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord aussi, hein. Voilà, pour échanger avec la communauté. Faut savoir que le week-end on échange tous sur le Discord, parce que je peux pas faire de brief, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir checker un petit peu le Discord pour échanger avec nous. Donc moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, on se retrouve donc à lundi, on se retrouve donc lundi. Allez, ciao tout le monde.